Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors, la semaine dernière, je vous quittais avec le tome 1 des Vampires Argenaux de Lindsay Sons en cas d'urgence aux éditions Milady. J'avais décidé de lire ce livre dans le cadre du challenge 100% Milady. Azariel avait tiré comme objectif lire un livre qui a reçu des avis négatifs. Donc suite à une comparaison entre ma pile à lire et les notes sur Livre Addict, j'ai décidé de lire Les Vampires Arginaux. En plus, je trouve que la couverture n'est pas très belle, donc ça aidait bien dans ce choix-là. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai su qu'il avait eu des avis négatifs et que du coup je m'étais préparée psychologiquement? En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je savais d'avance qu'il n'y avait pas beaucoup d'action et que l'histoire était surtout misée sur une romance. Et je pense que j'étais vraiment préparée. Du coup, je me suis même amusée parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là. Il y a des scènes qui sont mais tordantes. Et en gros, Les Vampires Argenaux, ça parle de Lysiana, une vampire de 202 ans qui a la phobie du sang. Donc imaginez comme c'est problématique pour elle. Et jusqu'à maintenant, donc soit, en fait, elle s'évanouit dès qu'elle voit du sang. Donc soit elle se nourrit, je crois, par voie intraveineuse, voilà, discrètement, enfin sans le voir, soit elle boit directement à la source. Sauf que dans cette série, boire à la source, c'est pas très conseillé. Et le jour de son anniversaire, sa maman, qui a, je sais pas, qui est millénaire, je crois, décide de lui offrir une thérapie. Donc, elle avait vu l'article d'un psychologue dans les journaux et elle s'est dit, bah tiens, je vais l'offrir à ma fille. Donc, lui faire la surprise. Donc, la mère va influencer le psycho à venir dans leur domicile. Donc, cette scène était très rigolote parce que lui-même, il a fait des actions, il en a conscience, mais il se demande pourquoi il a fait ça et comment il en est venu à faire ça. Bref, le soir arrive de l'anniversaire, Lysiana arrive dans sa maison, se rend compte que ses bas sont filés et doit monter dans sa chambre pour changer ses bas. Et là, elle voit cet homme menotté au lit, à moitié nu, avec un nœud papillon au cou. Et elle pense que c'est son repas, que c'est son cadeau d'anniversaire repas. Donc, comme apparemment Lysiana n'est pas trop une mangeuse d'hommes, elle se dit, bah tiens, elle va essayer de tester son pouvoir de séduction. Elle se rend compte très rapidement qu'elle n'arrive pas à manipuler l'esprit de ce docteur qui s'appelle Grégory Hewitt. Et elle va commencer à se pencher sur lui et à essayer de le mordre, enfin à se nourrir, quoi. À ce moment-là, son frère Thomas, qui a quelques centaines d'années, je crois 100 ans de plus qu'elle, arrive en lui disant, ah mais qu'est-ce que tu fais, ton repas c'est pas lui, ça c'est ton cadeau d'anniversaire. Enfin, je crois que c'est Thomas, je suis pas sûre, ça se trouve c'est quelqu'un d'autre de la famille. Ton repas d'anniversaire arrive, en fait on t'a commandé du chinois, lui il faut pas que tu le touches, maman t'expliquera, blablabla. Donc là elle se rend compte qu'elle a fait une connerie et elle est toute troublée, toute perturbée et du coup elle laisse l'homme comme ça. Donc après, je sais plus comment ça se passe parce que j'ai lu beaucoup de livres cette semaine, comme vous allez le voir. En tout cas, il s'avère que, je crois, l'homme, elle détache l'homme, il arrive à rentrer chez lui ou je sais plus trop quoi, avec ses frères et sœurs parce que la famille est très très unie. Donc, ils sont tous soudés les uns aux autres et si l'un tombe, tout le monde tombe. Et donc, ils ont décidé, ses frères et sœurs, de l'aider, elle, à libérer cet homme parce que pour elle, bah, il n'a pas resté là, quoi. Il n'a rien fait, il n'est pas là, voilà. Et en le ramenant chez lui, en fait, il y a les deux petites sœurs jumelles de la famille qui commencent à parler. Ouais, mais on peut pas rentrer dans ses pensées. Et puis en plus, on peut pas le mordre. Enfin, plusieurs indications comme ça qui le mènent sur la piste des vampires. Et il y croyait pas du tout. Mais là, il se dit, il y a quand même des choses bizarres. Et puis c'est vrai que elle a une drôle de réaction avec moi, cette femme, Lysiana, quand il était dans sa chambre. Et donc il va découvrir en fait la vraie nature de Lysiana et il va décider de l'aider à soigner sa phobie. Ça va être difficile comme choix puisqu'en fait il va se rendre compte qu'il a une forte attirance pour elle et qui normalement il n'allie pas métier et amour et voilà, à la base c'est quelqu'un qui est complètement investi dans son travail, qui ne prend jamais de vacances. Là il devait partir justement en vacances au Mexique pour faire un break, mais ça faisait des années qu'il n'avait pas profité de jours pour lui quoi, et il n'avait pas
de compagne, pas envie de se pencher dans les histoires amoureuses. Donc l'histoire, ça raconte bien évidemment le rapprochement entre Luciana et Greg et tout ce qui s'ensuit derrière, et voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est donc déjà l'humour, comme je vous disais, ça il faut vraiment le lire pour découvrir les scènes rocambolesques, surtout de Thomas, le frère, moi il m'a fait mourir de rire. Et j'ai aimé la hiérarchie, les règles instaurées par l'auteur dans sa série. C'est-à-dire que, par exemple, les vampires n'ont pas le droit d'enfanter un enfant pas en dessous de... Enfin, comment vous dire ça? Ils n'ont pas le droit de créer un enfant en dessous de 100 ans. Ils doivent attendre 100 ans pour en faire un autre. Ils ont le droit d'infanter uniquement une progéniture une seule fois dans leur vie, pour éviter qu'il y ait un déséquilibre entre les humains et les vampires. Et du coup, toute la famille Glyciana, les frères et sœurs ont tous au minimum 100 ans d'écart. Donc il y a des très vieux, il y a des très jeunes, il y a des petites jumelles, d'ailleurs je suis étonnée que ce soit des jumelles, qui ont même pas 50 ans je crois, qui sont vraiment toutes jeunes. Et c'est une famille un peu particulière, et j'ai beaucoup aimé voilà, cette saga familiale. Donc je pense que je lirai la suite pour découvrir un autre personnage. Voilà, pour les vampires argenaux. Ensuite, j'ai lu Réunis dans la tombe, le tome 5 de Chasseuse de la nuit de Janienne Frost. Ah, elle est belle la couverture. Voilà, donc ça, si les gens me connaissent, vous savez toutes que j'ai une addiction particulière pour cette saga, que je suis absolument fan de Cat et Bones et de tous les personnages qui existent dans l'environnement de l'auteur. Quand j'ai acheté le livre, j'ai été déçue par sa taille, parce que Janienne nous a habitués à des livres de à peu près 500 pages, et là, il y en a 375. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu dommage, quoi, parce que ça se lit tellement vite, ça, en 2 jours, c'est bâclé, quoi, c'est fini. Tant pis, je le lis, ça fait partie de mon challenge 100% Milady du mois, et puis Cat et Bones commençait à me manquer, et sachant qu'en plus j'ai le tome 6 déjà dans ma pile à lire, donc voilà, c'était un peu moins frustrant que de le lire l'année dernière. Et ben je me suis régalée, c'est pas un coup de cœur, d'habitude c'est toujours un coup de cœur, mais là il y avait un petit peu moins d'intensité, j'ai trouvé, que dans les autres tomes, du coup c'est pour ça que ce n'est pas un coup de cœur. Mais c'était très très agréable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Chasseuse de vampires, c'est Kat, surnommée la Faucheuse. Donc c'est elle. Ah pardon, je suis à l'envers, elle. Dans le tome 1, elle a 20 ans, je crois, à peu près, 20-21 ans. Elle est encore humaine, et elle a une particularité, c'est que c'est une hybride. Donc elle est moitié vampire, moitié humaine. Moitié vampire de par son père qui a violé sa mère. Et depuis qu'elle a 16 ans, elle a décidé de devenir chasseuse de vampires, de tuer des vampires dans l'espoir de retrouver son père et de lui faire la peau, quoi, pour venger sa mère. Et lors d'une de ses sorties, lors d'une de ses parties de chasse, elle va croiser la route d'un homme en boîte, Bones, qui va la kidnapper, qui est un vampire, et qui va tout de suite découvrir qu'elle a vraiment des capacités hors du commun, que c'est une grande battante, et va lui proposer, comme lui est également un chasseur de têtes de vampires, il va lui proposer de s'allier ensemble pour continuer de trouver les vampires qui nuisent aux humains. Donc voilà, le premier tome, ça parle de ça parle de leur rencontre qui est très très explosive. Et derrière, on découvre toute une communauté qui tourne autour de aussi bien Bones. Donc tous ces personnages se découvrent au fil des tomes. Et de Kat, surtout à partir du tome 2, où Kat va intégrer une équipe d'agents secrets, on va dire. Et là, on va découvrir tout son entourage. C'est super génial. Il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a du sexe. Il ne faut pas hésiter, foncez, Chasseuse de la nuit. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que si vous aimez les vampires, vous passerez un excellent moment. Ensuite, j'ai lu Zombielenium, la BD de Arthur Depin. Donc ça, c'est excellent, regardez, j'adore l'effet dans les lunettes, avec les vampires, la pleine lune, enfin les chauves-souris, la pleine lune, l'autoroute et le parc Zombielenium en fond. Voilà, donc c'est une BD qui me tentait depuis un moment, que j'ai réussi à trouver en e-book, donc je me la suis procurée, je l'ai lu samedi, pardon,
Et je me suis éclatée. Donc Zombilenium, c'est un parc d'attractions vers Valenciennes en France, qui emploie uniquement des morts vivants. Et qui a pour but forcément de faire peur aux gens, aux visiteurs qui viennent dans ce parc. Et au début de ce tome, en fait, on voit deux personnages qui sont en pleine discussion justement par rapport au parc, par rapport à l'organisation, etc. Et qui renversent un mec. Et donc, ce mec, qui avait tenté auparavant de faire un braquage, va se retrouver directement embauché dans le parc en tant que vendeur de barbe à papa. Bon, ça paraît un peu bizarre quand je vous dis comme ça, mais c'est très très amusant. Et donc on va faire la connaissance de tout ce petit peuple. Et franchement, mais il y a des références culturelles qui sont succulentes. Je me suis marrée, mais des éclats de rire, et ça passe très vite, ça se lit très rapidement, hein, une demi-heure, trois quarts d'heure suffisent. Et c'est vraiment très très rigolo. Les dessins sont assez jolis. Je vais essayer de vous en montrer quelques-uns si je peux. Voilà, alors, comme ça par exemple. Je sais pas si vous voyez bien. En plus, il y a le reflet, c'est peut-être pas bien pratique. Enfin bref, c'est vraiment hilarant. Je vous le conseille si vous avez l'occasion soit de l'emprunter, soit voilà, de l'acheter. C'est un bon divertissement. Ensuite, j'ai lu, alors je vais vous demander un petit instant, parce que du coup, je me suis servi aussi de ma tablette. Alors, j'ai lu le tome 4 de Death Note, un manga. Death Note, tome 4, tac tac. Ah. Ah, je sais pas comment revenir à la première page. Voilà. Excusez-moi pour la petite absence. Voilà, Death Note, le tome 4 de je ne sais plus quel auteur, parce que j'ai pas la tête. Enfin, j'ai pas la mémoire pour les auteurs japonais, c'est un peu des noms compliqués. Death Note, c'est excellent, excellent. Franchement, je suis pas habituée au manga, mais alors ça, les 4 premiers, je me suis éclatée à chaque fois. Ça parle d'un jeune, au début du tome 1, qui découvre un livre magique. En fait, quand il écrit un nom dedans, la personne meurt par crise cardiaque, soit dans les 30 secondes qui suivent, je crois, ou 40 secondes, soit elle peut préciser les circonstances de sa mort et la personne peut mourir jusqu'à 22 jours après avoir écrit la mort de cette personne. Et donc, lorsqu'il a découvert ce journal, il s'est rendu compte de ses pouvoirs et le jeune homme qui s'appelle Reito décide de s'en servir dans un but humanitaire, c'est-à-dire éliminer les serial killers, les violeurs, voilà, tous ceux qui portent du mal en eux. Et en fait, il est obligatoirement accompagné d'un démon, je ne sais plus comment il s'appelle, Ryazaku, ou je sais plus, bref, qui est très rigolo et qui va toujours le suivre parce que c'est lui, à la base, ce démon qui est le possesseur de la Death Note et qui va lui apprendre un petit peu comment s'en servir, quelles sont les limites, voilà. Sauf que ce jeune homme se fait rapidement repérer, enfin les meurtres deviennent un peu trop réguliers et la police se met à enquêter et à embaucher un expert qui est surnommé Elle pour trouver qui est l'assassin de toutes ces personnes qui étaient en prison, ou etc. Donc elle refuse de donner son nom, puisque en fait le principe de la Death Note, c'est qu'il faut quand même connaître l'identité de la personne qui doit mourir. Donc il va y avoir en fait tout un jeu entre elle et Reito. Ils vont se courir après, ça va être un combat de titans entre deux, et c'est juste trop bon. Et bon, je sais pas si je vous dévoile ou pas, mais en fait, Reito est directement lié au commissariat. Et du coup, ils vont souvent se rencontrer et c'est vraiment une chasse de dingue. C'est génial. Je pense que je vais lire le tome 5 très rapidement parce que je pourrais pas attendre. Là, le tome 4, il y a eu un renversement de malade et il faut absolument que je sache ce qui va se passer dans la suite. Voilà. Donc ça, c'était les livres que j'ai lus la semaine dernière. Je suis super contente parce que pour une fois, j'ai vraiment pu profiter de mon temps libre et voilà, bien bouquiné. Sinon, donc j'ai commencé hier Le baiser du fer de Mercy Thompson, donc le tome 3 de Patricia Briggs aux éditions Milady. J'avais complètement zappé que j'avais une lecture commune au 23 janvier pour ce livre, donc je me suis jetée dessus quand je me suis rendu compte à travers le forum. Et je suis pour l'instant pas du tout déçue. Donc là, j'ai lu
Voilà, vous voyez, ça fait quoi? Un quart, à peu près? Je m'éclate. J'avais lu plusieurs avis positifs dessus. Tous les gens disaient c'est le meilleur Mercy Thompson jusqu'à présent. Et pour l'instant, je trouve effectivement que c'est le cas, parce que j'avais pas forcément un bon souvenir des deux premiers. J'avais bien aimé, mais sans plus. Et là, ouais, franchement, ça commence fort, quoi. Donc, je vous en dis pas plus, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et la couverture, je la trouve super belle. Et suite à ça, donc ça, j'espère que je l'aurai terminé d'ici mercredi, mardi, mercredi peut-être. Suite à ça, je vais lire le tome 2 de Maëve Regan, Dent pour Dent, de Marika Gellman, toujours aux éditions Milady. Et ça, c'est pour mon challenge 100% Milady. J'ai lu le tome 1 en août ou juillet. Et en fait, j'ai complètement oublié de le chroniquer. Donc, j'espère qu'il y aura quelques rappels sur l'histoire, parce que j'ai lu pas mal de livres entre deux. Je me rappelle que j'avais été agréablement surprise par la vraie nature de Maëve, que son langage est assez vulgaire, mais qu'au bout d'un moment, on s'y habitue bien. Et du personnage mâle qui s'appelle Lucas. Donc voilà, j'espère qu'elle me rappellera un petit peu les faits dans ce livre-là. Et selon mon avancée dans Maëve Regan, je poursuivrai avec Cuchiel. Je vous en ai déjà parlé, hein, parce que c'est mon livre du mois et je trouve pas le temps d'avancer. Mais bon, là au moins, une fois que j'ai fini Maëve, c'est bon, je pourrais vraiment me pencher dessus parce que j'aurai rempli mon challenge 100% et mon challenge du Chapelier Fou. Donc voilà, mon prochain livre, je vous le montre pas parce que sinon j'ai peur de perdre la page. Et j'ai lu, pour vous dire, 66 pages sur 1020 et je dois le lire pour le 31 janvier. Donc autant vous dire que je ne suis pas rendue, même si déjà le cadre est très agréable, le style très bien, c'est fluide, mais aurais-je le temps? Voilà, c'est tout pour mes livres de la semaine. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye!